La lumière du soleil filtrait à travers le fin rideau, peignant le sol de la cuisine de bandes dorées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Cheryl était assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, essayant d'attraper les rayons avec ses doigts flétris. Ses mains, autrefois agiles, des mains d'infirmière qui avaient sauvé des dizaines de vies, peinaient désormais à tenir une simple tasse de thé. Elle tourna difficilement la tête lorsque Rachel entra dans la cuisine, grande, vive, le téléphone collé à l'oreille. « Non, mais tu imagines », dit Rachel d'une voix forte, comme pour s'assurer que sa belle-mère entende chaque mot. L'architecte d'intérieur a dit qu'avec cet agencement, on pourrait faire un salon incroyable, abattre ce mur, agrandir l'espace. Croyant le regard de Cheryl, sa belle-fille leva délibérément les yeux au ciel et se tourna vers la fenêtre. « Bien sûr, c'est impossible maintenant », continua-t-elle en baissant la voix, mais pas assez pour ne pas être entendue. « Nous avons, disons, des circonstances particulières en ce moment. Espérons que... » Cheryl baissa les yeux. Elle savait ce que signifiaient ces circonstances. Ces circonstances, c'était elle, une vieille femme paralysée du côté droit, à peine capable de prononcer quelques mots. Une femme qui, un an auparavant, préparait encore des dîners pour 12 personnes dans son spacieux appartement, mais qui aujourd'hui ne pouvait même plus se rendre seule aux toilettes. Rachel jeta son téléphone sur la table et se dirigea vers la cuisinière. Une marmite de soupe bouillait et la belle-fille, en soupirant d'un air agacé, baissa le feu. « Vous comprenez bien que je ne suis pas obligée de faire tout ça, » dit-elle en se tournant vers sa belle-mère. Sa voix contenait un ressentiment à peine dissimulé. « J'ai ma propre vie, ma carrière, mes projets. Je n'ai pas signé pour faire la garde-malade. » Cheryl voulut répondre qu'elle n'avait jamais demandé d'aide, qu'elle avait offert son appartement de 3 pièces à son fils et à sa belle-fille comme cadeau de mariage, ne se gardant qu'un petit studio où elle avait vécu jusqu'à son AVC. Mais ses lèvres refusèrent de lui obéir, et au lieu de mots, seul un son inarticulé s'échappa. « Ça recommence », s'exclama Rachel avec irritation en levant les bras au ciel. « Je vous ai dit que si vous avez besoin de quelque chose, utilisez la sonnette. Je ne peux pas passer mon temps à deviner ce que vous voulez. » La sonnette se trouvait sur le rebord de la fenêtre, bien trop loin pour qu'elle puisse l'atteindre. Cheryl se tourna vers la fenêtre, ravalant des larmes amères. Dehors, la vie suivait son cours. De jeunes mères avec des poussettes, des écoliers avec des sacs à dos, des gens pressés par leurs occupations. Autrefois, elle aussi faisait partie de ce monde. La porte d'entrée claqua. Anthony était rentré. Cheryl entendit son fils poser ses clés sur la console de l'entrée, le froissement de sa veste qu'on enlève. Son cœur se serra, un mélange d'attente et de peur. De quelle humeur serait-il aujourd'hui? Fatigué et silencieux, ou trouverait-il un moment pour parler à sa mère? « Salut, ma belle. » La voix d'Anthony s'adoucit en s'adressant à sa femme. « Comment s'est passée ta journée? » Comme d'habitude, répondit la voix plaintive de Rachel. Debout toute la journée, la cuisine, le ménage et ses appels du bureau. Cheryl entendit son fils prendre sa femme dans ses bras d'un geste réconfortant, lui murmurer quelque chose de tendre. Puis, ses pas se rapprochèrent de la cuisine. « Bonjour, maman. » Anthony se pencha machinalement et lui déposa un baiser sur le front. Il sentait la rue, l'eau de Cologne et quelque chose d'étranger, qui ne sentait pas la maison. « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Elle essaya de sourire, réussissant à articuler un bien d'une voix rauque, même si c'était loin de la vérité. Son fils hocha la tête sans la regarder dans les yeux et se dirigea vers le réfrigérateur. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-il en jetant un œil à l'intérieur. « Soupe et boulettes, répondit Rachel depuis l'autre pièce. « Je mets la table dans 5 minutes. » Au dîner, Cheryl était assise à l'écart de la table principale. Son fauteuil roulant ne passait pas dessous. Rachel posa devant elle un bol de soupe mixée et une cuillère à manche large. « Surtout, ne renversez pas, s'il vous plaît, » prévint-elle. « Je viens de passer la serpillière. » Anthony et Rachel mangèrent en silence, n'échangeant que de rares phrases sur le travail et leurs projets pour le week-end. Cheryl porta lentement la cuillère à sa bouche, s'efforçant de ne pas trembler. Mais à la 4e tentative, sa main flancha et la cuillère tomba sur le sol avec un bruit sec, éclaboussant la soupe. Rachel se leva d'un bond. « Je le savais », s'exclama-t-elle en attrapant un chiffon. « C'est la même chose à chaque fois. Je n'ai pas signé pour être une garde-malade. » Cet appartement aurait pu être parfait pour nous, dit Anthony à voix basse. « Rachel, calme-toi. » Me calmer? Rachel frottait vigoureusement le sol. «
regarde ce qu'est devenu notre vie. On ne peut pas inviter d'amis. On ne peut pas faire de travaux. On ne peut même pas avoir une conversation normale sans. Elle fit un signe de tête en direction de Cheryl, comme si elle était un objet inanimé. C'est ma mère. La voix d'Anthony semblait fatiguée, mais elle manquait de la fermeté que Cheryl avait espérée. Que suggères-tu? Rachel se redressa et jeta le chiffon dans l'évier. Une maison de retraite, dit-elle sans détour. Un établissement spécialisé. Ils s'occuperont mieux d'elle que nous. Ils ont l'expérience, le matériel. Tu sais combien ça coûte? Anthony secoua la tête. On ne peut pas se le permettre. Et là, on peut se le permettre? Rachel leva les bras au ciel. Ça fait 6 mois que je ne travaille plus correctement, je ne fais que des petits boulots. On dépense de l'argent en médicaments, en couches, en nourriture spéciale, et on doit encore faire des réparations, changer la voiture. Cheryl ferma les yeux, ne voulant plus en entendre davantage. Elle voulait disparaître, se dissoudre, cesser d'être un fardeau pour son fils unique. Peut-être que Rachel avait raison. Peut-être que ce serait mieux pour tout le monde si elle finissait dans une institution publique, parmi d'autres vieillards impotents. Quand Anthony l'emmena dans sa chambre et l'aida à s'allonger, il faisait déjà nuit. Il alluma la veilleuse et ajusta maladroitement la couverture. « Désolé pour Rachel, dit-il doucement. Elle ne le pense pas. Elle est juste fatiguée. » Cheryl essaya de dire quelque chose, mais seul un murmure indistinct sortit. Anthony hocha la tête à la hâte, comme s'il avait compris, et partit rapidement, refermant fermement la porte derrière lui. Restée seule, Cheryl lutta pour se tourner sur le côté et glissa péniblement sa main sous l'oreiller. Ses doigts trouvèrent une photographie usée au coin corné. Elle la sortit et la tint près de la veilleuse. Ba la regardait depuis la photo, jeune, beau, en uniforme militaire avec des médailles. Son mari, le père d'Anthony, colonel du service de santé. Ils s'étaient rencontrés à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Il était mort 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque, et depuis, le monde de Cheryl n'avait cessé de rétrécir jusqu'à devenir cette minuscule chambre dans l'appartement de son fils. Des larmes coulaient en silence sur ses joues ridées. Elle se souvint de leur spacieux appartement où elle organisait des réceptions pour les collègues de son mari, où c'était toujours bruyant et joyeux. Elle se rappela préparant sa fameuse tarte aux pommes, dressant la table avec une nappe d'un blanc immaculé, le tintement des verres et les toasts. Où tout cela était-il passé? Quand la vie s'était-elle transformée en une attente de la mort? Le matin, Anthony l'aida à faire sa toilette. Ses gestes étaient pressés. Il était en retard pour le travail mais essayait d'être prudent. En séchant le visage de sa mère avec une serviette douce, il s'arrêta soudain et la regarda avec une expression coupable. « Tiens bon, maman, murmura-t-il. Il y aura une vraie fête pour ton anniversaire. Je te le promets. » Cheryl réussit un faible sourire. Une larme glissa du coin de son œil. Son anniversaire était dans une semaine, ses 80 ans. Un cap important. Peut-être qu'Anthony se souviendrait de ce qu'elle avait été avant. Peut-être qu'il la verrait enfin non plus comme une vieille femme impotente, mais comme la femme qu'il avait élevée, aimée et s'était sacrifiée pour lui. Quand Anthony partit, Cheryl entendit les pas de Rachel derrière la porte. La belle-fille écoutait clairement leur conversation. Puis, une voix étouffée, Rachel parlait au téléphone. Oui, ça doit se passer le jour de l'anniversaire, pas avant, pour que ça paraisse naturel. Cheryl se figea. De quoi parlait Rachel? Que devait-il se passer le jour de son anniversaire? Plus tard, alors que Rachel l'aidait à s'installer dans son fauteuil roulant, Cheryl remarqua un carnet ouvert sur la table. Pendant que sa belle-fille se détournait pour aller chercher une serviette propre, elle parvint à lire la note. Coût des réparations, 35 000. Après s'être débarrassée de Cheryl. Son cœur se serra douloureusement. C'était bien d'elle dont il s'agissait, se débarrasser de Cheryl. Qu'est-ce que cela signifiait? S'agissait-il vraiment d'une maison de retraite, ou de quelque chose de pire? Dans la salle de bain, Cheryl surprit accidentellement le reflet de Rachel dans le miroir. La belle-fille, ne se sachant pas observée, s'essuya ostensiblement les mains après avoir touché le fauteuil roulant et fit une grimace de dégoût. Comme si elle avait touché quelque chose de sale. À cet instant, Cheryl réalisa que sa belle-fille n'était pas seulement fatiguée de s'occuper d'elle. Rachel la détestait. Et peut-être que l'anniversaire ne serait pas une fête, mais le point final de sa longue vie. Le bruit de vaisselle brisée tira Cheryl d'un sommeil agité. Elle ouvrit les yeux, réalisant à peine que c'était le matin de son 80e anniversaire. Le calendrier sur le mur, où Anthony barrait chaque jour, indiquait le 17 mai.
Des voix étouffées provenaient de la cuisine, se transformant peu à peu en une violente dispute. « C'est aujourd'hui ou jamais. Je n'en peux plus !» criait Rachel, sans se soucier d'être entendue. « C'est ma mère !» La voix d'Anthony semblait incertaine, comme s'il se défendait. « Ta mère ou pas, c'est notre vie. » La voix de Rachel était glaciale. « Tu avais promis que tu réglerais ça. Ça fait 6 mois, Anthony. 6 mois de notre vie de gâchés. » Quelque chose s'écrasa sur le sol avec un grand bruit, et Cheryl sursauta. Elle essaya de se redresser dans son lit, mais son corps rebelle refusait d'obéir. Seul son bras gauche conservait une certaine mobilité, assez pour tenir à peine une cuillère ou un crayon, mais pas plus. La dispute dans la cuisine continuait, et à travers le bruit de son propre cœur, Cheryl attrapait des bribes de phrases. « Les documents sont prêts. Personne ne le saura. Ça ressemblera à un accident. » Une terreur glaciale lui serra le cœur. Était-ce vraiment possible? Aujourd'hui? Avait-il décidé de le faire le jour de son anniversaire? Elle ne pouvait même pas formuler le mot dans son esprit. Ne pouvait pas croire que son fils, son unique fils, puisse planifier une chose pareille. Avec un effort immense, Cheryl tendit la main vers sa table de chevet. Là, derrière un verre d'eau, se trouvait un vieux carnet et un crayon, son seul lien avec le monde. Ses doigts trouvèrent la surface lisse du crayon, mais il glissa et roula sur le sol. Le sentiment d'impuissance la submergea dans une nouvelle vague de désespoir. À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit à la volée et Anthony apparut sur le seuil. Son visage était pâle, ses yeux fuyants, ne se posant pas sur sa mère. « Bonjour, maman », dit-il avec un sourire forcé. « Joyeux anniversaire ». Cheryl essaya de répondre, mais seul un son rauque s'échappa de sa gorge. Anthony s'approcha, s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. Ses paumes étaient froides et moites. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial », continua-t-il, évitant toujours son regard. 80 ans. C'est un cap important. Il dit encore quelque chose à propos d'une fête. Une surprise. Mais Cheryl n'écoutait plus. Elle regardait son fils, essayant de retrouver en lui ne serait-ce qu'une parcelle de ce petit garçon qu'elle tenait autrefois dans ses bras. Cet adolescent qui lui apportait des fleurs à chaque anniversaire. Ce jeune homme qui avait promis de prendre soin d'elle à la mort de son père. Mais assis devant elle se trouvait un étranger au trait familier. « Allons te préparer », dit Anthony en se levant et en se dirigeant vers l'armoire. « Qu'est-ce que tu aimerais porter aujourd'hui ?» Cheryl désigna faiblement la porte de l'armoire. Elle savait que sa robe bleu foncé y était suspendue, celle-là même qu'elle portait pour le dernier anniversaire de son mari avant sa mort. Anthony prit la robe et la posa sur le lit. « Bon choix », acquiesça-t-il. « Laisse-moi t'aider à t'habiller. » Avec la maladresse de quelqu'un de peu habitué à de telles tâches, il aida sa mère à s'asseoir, puis lui retira sa chemise de nuit. Cheryl ressentit de la honte et de l'humiliation. Il n'y a pas si longtemps, c'est elle qui l'habillait, et maintenant, elle était assise, impuissante, pendant que son fils adulte lui enfilait la robe comme à une poupée. Une fois l'habillage terminé, Anthony l'aida à passer dans le fauteuil roulant. Ses mouvements étaient brusques, nerveux, loin de sa prudence habituelle. « Rachel et moi t'avons préparé une surprise », dit-il en éloignant le fauteuil du lit. « Nous allons à un endroit. Ça va te plaire. » Cheryl se figea. Où l'emmenait-il? Au restaurant? Peu probable. Rachel n'accepterait jamais de montrer une belle-mère invalide en public. Peut-être quelque part dans la nature. Mais pourquoi? Et pourquoi Anthony était-il si nerveux? Sur la table de chevet se trouvait une photo encadrée. Une jeune Cheryl en uniforme d'infirmière militaire aux côtés de son futur mari dans un hôpital. Elle tenta de l'attraper, voulant l'emporter avec elle, mais Anthony intercepta sa main. « Pas la peine, maman. On revient bientôt. » Ce simple « on revient bientôt » sonna comme un verdict. Soudain, Cheryl comprit clairement qu'il n'avait pas l'intention de revenir avec elle. Où qu'il l'emmène, elle ne reviendrait pas. Anthony la poussa dans le couloir. Rachel se tenait près de la porte d'entrée, tapant du talon avec impatience. Elle était habillée de manière trop élégante pour une fête à la maison, tailleur strict, maquillage, bijoux, comme si elle se rendait à une réunion d'affaires, pas à l'anniversaire de sa belle-mère. Enfin, siffla-t-elle entre ses dents. Le taxi attend depuis 10 minutes. Un taxi. Cheryl paniqua et regarda autour d'elle. Sur la console de l'entrée reposait une enveloppe portant le sceau d'un cabinet de notaire. À côté, un dossier avec des documents, sur lequel quelque chose était écrit à la main. Rachel surprit son regard et enfouit précipitamment le dossier dans son sac.
On y va, lança-t-elle à son mari. Le temps, c'est de l'argent. Anthony hocha la tête, ouvrit la porte d'entrée et commença à manœuvrer le fauteuil roulant. L'ascenseur de leur immeuble était vieux et étroit. Le fauteuil y entrait à peine et il fallut plier les repose-pieds. Ce sera peut-être plus simple si je te porte, suggéra Anthony, évaluant la situation. Sans attendre de réponse, il souleva sa mère dans ses bras. Cheryl sentit ses muscles se tendre. Elle était plus lourde qu'il ne s'y attendait. Ou peut-être ses mains tremblaient-elles de nervosité. Rachel plia le fauteuil roulant et le serra dans l'ascenseur à côté d'eux. La descente parut interminable. Cheryl regardait son fils, essayant de croiser son regard, mais Anthony fixait obstinément le mur de l'ascenseur, comme s'il y avait là quelque chose d'incroyablement intéressant. Devant l'entrée attendait le taxi, une vieille voiture cabossée avec des damiers sur le côté. Le chauffeur, un homme d'âge mûr avec une casquette enfoncée sur les yeux, ne sortit pas pour aider. Il se contenta d'ouvrir la portière arrière sans se tourner vers les passagers. « Attends ici, je reviens tout de suite », dit Anthony. Il assit sa mère sur le banc près de l'entrée et retourna en courant à l'intérieur chercher le fauteuil. Rachel resta debout à proximité, tapotant patiemment du pied sur l'asphalte. Elle ne regarda même pas sa belle-mère, comme si elle était un objet inanimé. Cheryl essaya d'attirer l'attention de Rachel en produisant un son guttural, mais sa belle-fille se contenta de grimacer. Un peu de patience. On a presque fini. Anthony revint avec le fauteuil roulant et le déplia d'un seul mouvement. Avec Rachel, ils soulevèrent Cheryl et l'installèrent dans le fauteuil. Puis Anthony roula le fauteuil vers le taxi. « Bon, maintenant il faut la transférer dans la voiture », marmonna-t-il en jetant un regard autour de lui, comme s'il craignait qu'un voisin ne voie ce qui se passait. Cheryl remarqua que le chauffeur s'était détourné, cachant son visage. Quelque chose dans sa posture, l'inclinaison de sa tête, lui semblait vaguement familier, mais elle ne parvenait pas à savoir quoi exactement. Anthony attrapa maladroitement sa mère sous les bras et la poussa pratiquement sur la banquette arrière. Ses mouvements étaient brusques, loin de sa prudence habituelle. Cheryl se cogna la tête contre le montant de la portière, mais son fils ne le remarqua même pas. « Le fauteuil dans le coffre ?» demanda-t-il à Rachel. « Pourquoi faire ?» haussa-t-elle les épaules. « Laisse-le ici. On le récupérera plus tard. » Anthony hésita, puis plia le fauteuil roulant et l'appuya contre le mur de la maison. Avec horreur, Cheryl réalisa qu'il ne comptait pas le réutiliser. Où qu'il l'emmène, elle n'aurait plus besoin du fauteuil roulant. Rachel se pencha vers le chauffeur, lui tendant une enveloppe. « Voici 1000 de plus si vous vous débarrassez d'elle, » siffla-t-elle, pensant que Cheryl n'entendrait pas. « Emmenez-la dans la forêt, hors de la ville. Elle ne pourra de toute façon pas revenir. » Le chauffeur hocha silencieusement la tête, sans se retourner. Anthony se tenait à côté, la tête baissée, tendant silencieusement au chauffeur une autre enveloppe, plus épaisse que la première. Cheryl n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était pas seulement un abandon, pas une maison de retraite. C'était un meurtre. Son propre fils et sa femme payaient un étranger pour l'emmener dans la forêt et l'Y laisser mourir. La voiture démarra. Cheryl vit les yeux du chauffeur dans le rétroviseur, et pour une raison quelconque, ils lui parurent étrangement familiers. Elle essaya de crier, mais seuls des sons rauques sortirent. Les larmes coulaient sur son visage, ses doigts agrippant désespérément le siège. Par la fenêtre, elle vit Anthony serrer Rachel par les épaules alors qu'ils retournaient vers l'entrée sans se retourner. Pas un seul d'entre eux ne se retourna pour jeter un dernier regard à la mère qu'ils envoyaient à la mort. Le taxi tourna au coin de la rue et la maison familiale disparut de sa vue. Cheryl était assise, paralysée par l'horreur et le désespoir. 80 ans de vie. La guerre où elle avait sauvé des blessés sous le feu ennemi. L'amour, la famille, le travail. Et voilà comment ça se terminait. Trahi par les personnes les plus proches. La voiture s'engagea sur une route de campagne déserte. Les maisons firent progressivement place à des résidences d'été, puis à des champs. Et enfin, la forêt apparut, sombre, dense, indifférente aux tragédies humaines. Rassemblant ses dernières forces, Cheryl tenta d'ouvrir la portière. Ses doigts glissèrent sur la poignée lisse, sans trouver de prise. Le chauffeur freina brusquement et se retourna. « N'essayez pas de vous échapper, Cheryl. Je ne suis pas votre ennemi. » Elle se figea. Comment cet homme connaissait-il son nom? Et pourquoi sa voix lui semblait-elle si familière? Le chauffeur redémarra et la voiture s'enfonça plus profondément dans la forêt sur un chemin de terre étroit. Les branches des arbres griffaient les vitres, comme pour la prévenir de quelque chose. Cheryl ferma les yeux.
Si elle était destinée à mourir aujourd'hui, le jour de ses 80 ans, elle rencontrerait au moins la mort avec dignité, tout comme elle avait affronté toutes les épreuves de sa longue et difficile vie. Le taxi s'arrêta à la lisière de la forêt, là où des pins clairsemés se densifiaient progressivement en un forêt impénétrable. Le moteur s'éteignit, et dans le silence qui s'ensuivit, Cheryl n'entendit plus que son propre cœur et le chant lointain des oiseaux. Le chauffeur coupa le moteur, enleva sa casquette et se tourna lentement vers elle. À cet instant, quelque chose remua dans la mémoire de Cheryl, une vague reconnaissance. L'homme se tourna complètement, et elle vit son visage en entier, ridé, buriné, avec de profondes calvities et des tempes grises, mais surtout ses yeux. Elle reconnaîtrait ses yeux entre mille. Devant elle se tenait un Dave vieilli mais indubitablement familier, le frère de son défunt mari. Cheryl se figea. Des souvenirs d'il y a 20 ans la submergèrent comme une avalanche. Des cris, de la vaisselle brisée, les bijoux manquants de sa mère, la porte claquant derrière le jeune Dave. Ben avait été catégorique à l'époque, il n'y a pas de place pour un voleur dans notre maison. Et elle avait soutenu son mari, même si au fond d'elle, elle doutait de la culpabilité de Dave. Vous me reconnaissez, Cheryl ? La voix de Dave était sans méchanceté, plutôt amèrement ironique. 20 ans ont passé depuis que vous et Ben m'avez mis à la porte. Il sortit une vieille photo de la boîte à gants. Un jeune Dave entouré de la famille de son frère, des visages heureux, une table de fête. Anthony n'avait que 10 ans à l'époque. Les mains de Cheryl tremblaient. Elle essaya de dire quelque chose, mais seuls des sons inintelligibles s'échappèrent de sa gorge. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant de votre état. Dave remit la photo dans la boîte à gants. J'en sais plus que vous ne le pensez. Par exemple, que votre fils et sa femme ont décidé de se débarrasser de vous. Il le dit si naturellement, comme s'il parlait de la météo. Cheryl sentit la nausée lui monter à la gorge. Se pouvait-il que Dave ait accepté la proposition de Rachel ? Pouvait-il vraiment la laisser mourir ici ? La vengeance parfaite pour ce qui s'était passé 20 ans plus tôt. Dave sortit de la voiture, en fit le tour et ouvrit la portière du côté de Cheryl. Elle ferma les yeux, s'attendant à être traînée dehors et jetée à terre. Au lieu de cela, elle entendit sa voix calme. « Quoi ? Vous pensiez que j'allais vous laisser ici ? Comme vous m'avez laissé tomber une fois. » Cheryl ouvrit les yeux. Dave s'appuyait sur la portière de la voiture et il n'y avait aucune haine dans son regard, seulement de la fatigue et quelque chose comme de la sympathie. « Je ne suis pas comme votre fils, » continua-t-il doucement. « Et pas comme ce que vous avez pensé de moi toutes ces années. » Il se pencha, avec une force inattendue pour son âge, aida soigneusement Cheryl à passer sur le siège avant de la voiture. « Nous allons chez moi, » dit-il en fermant la portière. « Nous parlerons là-bas. Ou plutôt, je parlerai et vous écouterez. Je pense que ça vous intéressera. » Le trajet dura environ 1 heure. Ils roulèrent en silence. Dave était concentré sur la route et Cheryl essayait de donner un sens à ce qui se passait. Pourquoi Dave n'avait-il pas suivi les instructions d'Anthony et Rachel ? Pourquoi n'avait-il pas saisi l'occasion de se venger ? Et où l'emmenait-il vraiment ? Le taxi s'arrêta devant un petit immeuble collectif en périphérie de la ville. Le quartier était inconnu. Des constructions neuves se mêlaient à de vieux immeubles collectifs, des aires de jeu, des arbres clairsemés. Dave aida Cheryl à sortir de la voiture, la soutenant par le bras, la conduisit lentement vers l'entrée. « L'ascenseur est en panne depuis 1 semaine, » dit-il en regardant l'écriteau sur la porte. « Je vais devoir vous porter. Heureusement, ce n'est qu'au 2e étage. » Il la souleva dans ses bras, doucement mais fermement, comme s'il l'avait déjà fait. Cheryl avait honte. Être si impuissante, dépendante de la bonté d'un homme qu'elle avait autrefois chassé de chez elle. Mais elle n'avait pas le choix. Le petit appartement de Dave, mais propre, sentait le café et quelques herbes. Des meubles simples, des étagères de livres, des photographies de nature sur les murs. Pas de photos de famille, aucun signe que quelqu'un d'autre y vivait à part lui. Dave installa Cheryl dans un fauteuil près de la fenêtre, plaçant un coussin derrière son dos. « Vous serez plus à l'aise, » dit-il en se dirigeant vers le coin cuisine. « Je vais préparer du thé et ensuite nous parlerons. » Cheryl était assise, serrant son sac à main, la seule chose qu'elle avait réussi à emporter. À l'intérieur se trouvaient des documents, un peu d'argent et une photo de son mari. Tout ce qui restait de sa vie d'avant. Dave revint avec un plateau contenant 2 tasses de thé et une assiette de biscuits. « J'ai surveillé votre famille toutes ces années, » dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Quand j'ai vu la commande pour votre adresse le jour de votre anniversaire, j'ai décidé de la prendre moi-même. Je travaille dans cette compagnie de taxi depuis 5 ans.
Je connais le régulateur, il m'a prévenu. Il but une gorgée de thé, regardant pensivement par la fenêtre. Vous savez, Cheryl, après que Ben m'a chassé, j'ai eu du mal à me ressaisir. J'ai vécu où je pouvais. J'ai fait des petits boulots, docker, gardien. J'ai bu, bien sûr. Je pensais que ma vie était finie. Cheryl écoutait sans quitter son visage des yeux. Elle n'avait jamais pensé à ce qui était arrivé à Dave après ce jour malheureux. Ben avait interdit de même mentionner le nom de son frère dans leur maison. Et elle avait simplement obéi, comme toujours. Puis j'ai rencontré un homme, un ancien soldat comme Ben. Il m'a aidé à me remettre sur pied, à trouver un travail. J'ai arrêté de boire, j'ai repris des études, j'ai même ouvert une petite entreprise, un atelier de réparation de montres. Vous imaginez? Dave sourit en secouant la tête. Mais il y a 3 ans, j'ai dû fermer la boutique. La concurrence, les impôts. Vous savez ce que c'est. Je suis devenu chauffeur de taxi. Ce n'est pas un travail difficile et ça suffit pour vivre. Il montra à Cheryl des coupures de journaux de différentes années, conservées dans un vieux dossier. Le mariage d'Anthony et Rachel, un article sur Ben recevant une autre médaille, un avis de décès à sa mort. Après la mort de Ben, c'est devenu plus facile pour moi, admit Dave en triant les coupures. La haine est partie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai réalisé que nous sommes tous mortels et que les rancunes ne valent pas la peine d'être portées toute une vie. Il mit le dossier de côté et regarda Cheryl droit dans les yeux. Hier, j'ai accidentellement entendu votre belle-fille parler à un avocat de l'héritage. Elle disait que tout serait bientôt réglé et qu'il pourrait disposer entièrement de votre appartement. C'est là que j'ai compris ce qu'il préparait, dit Dave. Cheryl lutta pour sortir un stylo et un carnet de son sac à main, quelque chose qu'elle portait toujours sur elle depuis que sa parole s'était détériorée. Ses doigts tremblaient, mais elle réussit à écrire quelques mots. Je savais, pas pour mon frère, mais pour mon fils. Dave prit le carnet et lut l'inscription. Depuis combien de temps savez-vous qu'ils veulent se débarrasser de vous? Cheryl reprit le stylo. Chaque lettre était difficile, mais elle devait l'écrire. Quand Rachel a brûlé mes albums photos. Dave fronça les sourcils. Elle a brûlé vos photos? Quand? Il y a 2 mois. Elle a dit que c'était un accident. Mais j'ai vu qu'elle l'avait fait exprès. Mon Dieu! Dave secoua la tête. Et vous avez vécu avec eux tout ce temps, en sachant ce qu'ils préparaient. Cheryl hocha la tête. Que pouvait-elle faire d'autre? Où pouvait-elle aller? À qui pouvait-elle se plaindre? Sans argent, sans force, sans voix, elle était entièrement à la merci de son fils et de sa belle-fille. Et votre appartement? Demanda soudain Dave. Celui dans lequel vous viviez avant l'AVC. Qu'en est-il? Anthony a dit qu'il avait été vendu pour payer le traitement. En êtes-vous sûr? Avez-vous signé des papiers pour la vente? Cheryl réfléchit. Elle se souvint avoir signé des papiers à l'hôpital, alors qu'elle commençait à peine à se remettre de son AVC. Anthony avait dit que c'était un consentement pour le traitement, pour l'opération. Elle avait fait confiance à son fils et avait signé sans lire. Je ne sais pas. J'ai signé quelque chose à l'hôpital. Dave fronça encore plus les sourcils. Cheryl, j'ai peur que vous ayez été trompée. Hier, quand j'ai entendu la conversation de Rachel, elle parlait spécifiquement de votre appartement, de la façon dont, après votre mort, il pourrait le vendre. L'appartement soit resté sa propriété tout ce temps? Se pouvait-il qu'Anthony ait menti sur la vente? Et surtout, était-ce à cause de cet appartement qu'ils avaient décidé de se débarrasser d'elle? Elle reprit le stylo. Et maintenant? Dave se leva, fit les 100 pas dans la pièce, puis prit son téléphone d'un air décidé. Maintenant, Cheryl, nous allons faire en sorte que vos proches répondent de leurs actes. J'ai un contact dans la police, un ancien collègue de mon mentor, et aussi une assistante sociale qui protège les droits des personnes âgées. Ils vont nous aider. Il composa le numéro, se tournant vers la fenêtre. Allô, Ethan. C'est Dave. Tu te souviens que je t'ai parlé d'un crime possible? Oui, je l'ai avec moi. Tout s'est passé comme nous l'avions convenu. Cheryl paniqua et tenta de se lever de son fauteuil, mais ses jambes refusèrent de lui obéir et elle tomba par terre. Dave la rattrapa rapidement. N'ayez pas peur. J'ai appelé des amis qui vont nous aider. Ethan est le policier dont je vous ai parlé. Il viendra avec un collègue et une assistante sociale. Ils vont documenter la tentative d'enlèvement et l'abandon en situation de danger. Il l'aida à se rasseoir dans le fauteuil, la couvrit d'une couverture. Tout ira bien, Cheryl. Je ne laisserai personne vous faire de mal.
Ben ne me le pardonnerait pas, sinon. À la mention de son mari, des larmes montèrent aux yeux de Cheryl. Comment Ben aurait-il réagi en apprenant que son fils avait tenté de se débarrasser de sa mère de cette manière? Que dirait-il en voyant que son frère, qu'il avait autrefois chassé, sauvait maintenant sa femme? Dave, comme s'il lisait dans ses pensées, dit doucement, « Vous savez, Cheryl, il y a quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps, à propos de ce jour où j'ai été chassé, à propos des bijoux manquants de votre mère. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Je ne les ai pas pris. Je n'ai jamais été un voleur. » Mais Ben, il avait ses raisons de m'accuser. Cheryl se figea. Que voulait-il dire? Se pouvait-il que Ben sache que Dave était innocent? Nous en reparlerons plus tard, dit Dave en regardant l'horloge. Ethan et les autres seront bientôt là. Pour l'instant, reposez-vous un peu. La journée a été dure. Il ajusta le coussin derrière son dos, lui tendit une tasse de thé. Il y avait dans ses gestes une attention, cette même attention qui avait tant manqué à Cheryl dans la maison de son fils. Et en regardant cet homme pas si jeune qu'elle avait autrefois cru voleur et traître, elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis longtemps. La sonnette retentit 20 minutes plus tard. Dave, qui était resté assis à côté de Cheryl tout ce temps, lui racontant sa vie après avoir été chassé de la famille, se leva et alla ouvrir. Elle entendit des voix étouffées dans le couloir, le bruissement de manteaux qu'on enlève, un rire masculin discret. « Entrez. Elle est dans le salon. » La voix de Dave lui parvint. 3 personnes entrèrent dans la pièce. 2 hommes en uniforme de police et une femme d'âge mûr en tailleur strict. Cheryl regarda les uniformes de police avec horreur. Dave avait-il vraiment décidé de se venger? Peut-être avait-il appelé la police pour l'accuser de quelque chose. Mais remarquant sa peur, Dave posa sa main sur son épaule d'un geste rassurant. « N'ayez pas peur, Cheryl. Voici Linda, une assistante sociale, et ses officiers sont Ethan et Marcus. Ils sont là pour... » La femme en tailleur, Linda, s'approcha et s'accroupit à côté du fauteuil de Cheryl. « Bonjour, dit-elle doucement. Dave nous a raconté ce qui s'est passé. Nous sommes là pour vous aider. » L'un des policiers, un homme grand aux tempes grisonnantes, sortit un carnet. « Capitaine Ethan Baker, se présenta-t-il. Nous devons prendre votre déposition, Cheryl. Dave nous a dit que vous aviez des difficultés à parler, alors nous sommes venus préparer. » Ajouta-t-il en sortant un enregistreur vocal et une tablette de sa poche. Vous pouvez écrire sur l'écran avec votre doigt, et nous lirons. Ou simplement hocher la tête pour répondre aux questions. J'enregistrerai vos réactions. Ce qui est le plus simple pour vous. Cheryl désigna la tablette. Linda l'aida à s'installer confortablement et posa l'appareil sur ses genoux. S'il vous plaît, racontez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui, demanda Ethan. Lentement, s'efforçant de former les lettres sur l'écran, Cheryl décrivit les événements de la journée. Comment son fils et sa belle-fille l'avaient soi-disant invité à une fête d'anniversaire. Comment il l'avait brutalement forcé à monter dans un taxi. Comment Rachel avait donné de l'argent au chauffeur avec l'instruction de se débarrasser d'elle. Le policier écoutait attentivement, posant de temps en temps des questions pour clarifier. Le second policier, jeune et athlétique, inspecta les mains de Cheryl. « Vous avez des bleus, remarqua-t-il. C'est dû au traitement d'aujourd'hui? » Cheryl hocha la tête. Les ecchymoses provenaient de la poigne brutale d'Anthony lorsqu'il l'avait forcé à monter dans la voiture. Le policier photographia les marques sur ses mains et nota les détails dans le rapport. Pendant ce temps, Dave sortit un morceau de papier plié de sa poche. « Voici la note avec les 1000 supplémentaires promis que Rachel a glissé dans la poche de ma veste, » dit-il en tendant le papier à Ethan. « Je ne l'ai pas touché à main nue. Peut-être que ses empreintes y sont encore. » Ethan prit soigneusement la note entre 2 doigts et la plaça dans un sac à preuve transparent. « C'est une bonne preuve, acquiesça-t-il. Y a-t-il autre chose qui pourrait confirmer leurs intentions? Oui. Dave sortit son téléphone. Je pense que nous devrions appeler Rachel tout de suite. Elle voudra probablement savoir si j'ai terminé le travail. Les policiers échangèrent un regard. Ethan hocha la tête. Bonne idée. Nous enregistrerons la conversation. Essayez de lui faire dire quelque chose de spécifique sur ses intentions. Dave composa le numéro et mit le haut-parleur. Le téléphone sonna 3 fois avant que Rachel ne réponde. Oui? Sa voix semblait tendue. Qui est-ce? C'est le chauffeur de taxi, répondit Dave en modifiant légèrement sa voix. Celui qui a pris votre parente aujourd'hui. Il y eut une pause. Puis Rachel parla plus bas. C'est fait?
Oui, répondit brièvement Dave. Comme convenu. Et elle, hésita Rachel. Elle ne reviendra certainement pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le problème de la vieille dame est définitivement réglé. Viens. On entendit du soulagement dans la voix de Rachel. Alors demain, comme convenu, le reste de la somme. Anthony vous l'apportera. Comme vous voulez, répondit Dave. Il marqua une pause, puis ajouta, qu'est-ce que je fais de ces affaires? Il y a des documents et des photos dans son sac. Jetez tout, l'interrompit sèchement Rachel. Ou brûlez-les. Nous n'avons besoin d'aucune trace. Demain, nous signalerons sa disparition, nous la chercherons pour la forme, et puis, vous savez. Je comprends. Dave hocha la tête comme si elle pouvait le voir. À demain. Il appuya sur le bouton pour raccrocher et regarda les policiers. C'est suffisant? Plus que suffisant, dit Ethan en éteignant l'enregistreur. Confirmation directe de l'intention. Nous avons maintenant tous les motifs pour une arrestation. Cheryl pleurait, le visage enfoui dans ses mains. Elle ne pouvait pas croire que son fils, son unique enfant, ait pu lui faire ça. Linda s'approcha et lui passa doucement un bras autour des épaules. Cheryl, je sais que c'est très dur pour vous, dit-elle doucement. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Nous ne les laisserons pas vous faire de mal. Dave montra à Cheryl un ensemble de documents, plusieurs pages tamponnées avec des photographies jointes. Vous vous demandez probablement pourquoi je vis dans un appartement si modeste si j'ai eu ma propre entreprise, dit-il avec un léger sourire. La vérité, c'est que j'ai investi la plupart de mon argent dans autre chose. Il désigna les documents. Je possède une petite maison de retraite pour personnes âgées en banlieue. 20 lits, un personnel formidable, des soins médicaux appropriés. Après toutes mes années d'errance, j'ai réalisé que ma vocation était d'aider les personnes âgées abandonnées. Ben ne m'aurait jamais pardonné si je ne vous avais pas aidé. Cheryl regarda les photos. Un bâtiment confortable de 2 étages entouré d'un jardin, des chambres lumineuses avec des lits confortables, des personnes âgées souriant dans une salle à manger ensoleillée. Se pouvait-il vraiment que cet homme, que Ben et elle avaient autrefois chassé, ait consacré sa vie à aider des gens comme elle? Pendant que nous réglons les choses avec votre fils et votre belle-fille, vous pouvez rester à la maison de retraite, continua Dave. Tout ce dont vous avez besoin sera là, et je serai à proximité. La sonnette retentit de nouveau. Ethan échangea un regard avec son collègue. Nous n'attendons personne d'autre, dit-il. Dave alla ouvrir. 1 minute plus tard, un jeune homme en vêtements noirs et col blanc de prêtre entra dans la pièce. Dans ses mains, il portait une petite boîte et un sac. Excusez-moi pour le retard, dit-il en balayant la pièce du regard. Le service a duré plus longtemps que prévu. Dave le présenta. Voici le père Ethan, un vieil ami à moi. Il est venu vous souhaiter un joyeux anniversaire, Cheryl. Le prêtre s'approcha du fauteuil où était assise la vieille femme et lui tendit une petite icône dans un cadre en argent. Joyeux anniversaire à vous, dit-il doucement. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, même dans les heures les plus sombres. Le fait que vous soyez ici maintenant, et non là où ils avaient l'intention de vous emmener, en est une preuve suffisante. Il sortit un petit gâteau avec une bougie de la boîte. Je sais que ce n'est peut-être pas le cœur à la fête, mais les traditions sont les traditions. Faites un vœu et soufflez la bougie. Cheryl regarda le petit gâteau, la longue bougie et les visages bienveillants de ceux qui l'entouraient. Des gens qui étaient des étrangers il y a quelques heures à peine, mais qui lui semblaient maintenant plus proches que son propre fils. Elle ferma les yeux, fit un vœu silencieux et souffla doucement sur la bougie. La flamme vacilla, mais ne s'éteignit pas. Le père Ethan se pencha discrètement et la souffla pour elle. Pendant que Cheryl soufflait la bougie, Dave prit les officiers à part et leur montra une autre photo, une vieille image jaunie. On y voyait une jeune Cheryl en uniforme d'infirmière soignant un soldat blessé. Elle a sauvé des dizaines de vies pendant la guerre, dit Dave doucement. Elle a été décorée. Et maintenant, son propre fils a essayé de se débarrasser d'elle comme d'un déchet. Ethan étudia la photo, puis regarda Cheryl. Mon grand-père était un ancien combattant, dit-il. Il racontait des histoires d'infirmières qui transportaient les blessés hors du champ de bataille sous le feu. De vraies héroïnes. Il rangea son carnet et hocha fermement la tête. Nous allons chez votre fils et votre belle-fille maintenant. Je pense qu'ils auront beaucoup de choses à expliquer. Pendant ce temps, Linda aidait Cheryl à manger le gâteau, lui donnant de petites bouchées avec soin.
Le père Ethan s'assit à côté d'eux, racontant doucement des histoires sur sa paroisse, sur les enfants du catéchisme, sur les dames âgées qui venaient au service chaque semaine, malgré la douleur ou les difficultés. « J'ai une paroissienne, dit-il avec un sourire. Elle a 92 ans. Chaque dimanche, elle marche 3 pâtés de maison avec une canne pour assister à la messe. Elle dit que la prière lui donne la force de continuer. » Cheryl écoutait, pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire apparut sur son visage. Juste à ce moment, le téléphone de Dave sonna. Le nom d'Anthony s'alluma sur l'écran. Le silence se fit dans la pièce. Dave regarda les officiers d'un air interrogateur et Ethan hocha la tête. « Répondez. On enregistre. » Dave mit le haut-parleur. « Oui. C'est Anthony. » Sa voix était tendue. « Je suis le mari de la femme que vous avez prise aujourd'hui. »« Je me souviens, » répondit sèchement Dave. « Je voulais savoir. » Anthony hésita, « si tout s'est bien passé. » « Et qu'est-ce qui aurait pu mal se passer ?» La voix de Dave prit une inflexion d'acier. « J'ai fait le travail comme nous l'avions convenu. » Une autre pause. « Elle est restée là-bas ?»« Oui, » répondit sèchement Dave. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Il y eut un silence. Puis Anthony parla doucement, presque dans un murmure. « Merci. Vous aurez le reste de la somme demain, comme convenu. Pas la peine de me remercier. » Dave regarda Cheryl, qui s'était figée avec une cuillère à la main, écoutant la conversation. « D'ailleurs, elle m'a demandé de vous transmettre quelque chose avant que je la quitte. »« Quoi ?» La voix d'Anthony se tendit. Elle a dit, « Dites à mon fils que j'ai compris il y a 2 mois, quand Rachel a brûlé mes albums photos. » Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le silence à l'autre bout du fil dura si longtemps que Dave crut que l'appel avait été coupé. Finalement, Anthony dit d'une voix rauque, « Oui, ça me dit quelque chose. » « C'est tout ? » ?»« Non. » Dave marqua une pause. « Elle a aussi dit qu'elle vous pardonnait à tous les deux. » Le son qu'émit Anthony ressembla à un sanglot étouffé. Puis la ligne se coupa. Il avait raccroché. Dave posa le téléphone sur la table, hocha la tête Ethan en éteignant l'enregistreur. « C'est un aveu direct d'intention. Nous y allons tout de suite. » Il se tourna vers Cheryl. « Nous serons de retour dans quelques heures. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. » Linda resta avec Cheryl pendant que l'officier et Dave se dirigeaient vers la porte. À la porte, Dave s'arrêta et retourna vers le fauteuil où la vieille femme était assise. « Je reviens bientôt, » dit-il en lui touchant doucement la main. « Reposez-vous. Linda s'occupera de vous. » Cheryl fit un faible signe de tête. Quand la porte se referma derrière eux, elle regarda Linda et écrivit lentement, avec difficulté, sur sa tablette, « C'est un homme bien. » « Oui, » acquiesça Linda en regardant la porte fermée. « Dave est un homme d'une rare bonté. Savez-vous combien de personnes âgées il a sauvées de la solitude et de l'impuissance dans sa maison de retraite? Et il est parti de rien. Il était lui-même presque au fond du trou. » Cheryl reprit la tablette. « Mon mari et moi l'avons chassé de la maison il y a 20 ans. Nous l'avons accusé de vol. » Linda haussa les sourcils de surprise. « Vraiment? Il ne nous a jamais parlé de ça. Il a seulement dit qu'il avait une relation compliquée avec son frère. »« Ce n'est pas un voleur, » écrivit Cheryl. « Je l'ai toujours senti, mais j'avais peur d'aller contre mon mari. Parfois, la vie nous donne une seconde chance de réparer nos erreurs, » dit doucement Linda. « Peut-être qu'aujourd'hui est votre seconde chance. » Cheryl hocha la tête. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle sentit une lueur de lumière dans sa vie. Un petit rayon d'espoir dans l'obscurité du désespoir et de la solitude, et il avait été apporté par la personne dont elle attendait le moins d'aide. Anthony et Rachel faisaient les 100 pas nerveusement dans l'appartement. Anthony ne cessait de regarder l'horloge. 5 heures s'étaient écoulées depuis que le taxi avec sa mère avait disparu au coin de la rue. Il se dirigea vers la fenêtre, tira le rideau et scruta la rue poussiéreuse comme s'il s'attendait à y voir quelque chose d'important. Il aurait dû appeler, marmonna Anthony en se tournant vers sa femme. Le chauffeur aurait dû dire que c'était fait. Rachel lui fit un geste de la main, continuant de trier des papiers sur la table. S'il n'a pas appelé, c'est que tout s'est passé comme prévu. Pourquoi attirer l'attention? Demain, on signale sa disparition, on verse quelques larmes pour la forme. Fin de l'histoire. Elle parlait calmement, d'un ton pragmatique, comme s'il retournait un produit défectueux à un magasin, et non comme s'il traitait du sort d'une personne vivante. Anthony se frotta le visage. Sa main tremblait visiblement.
Et s'il ne l'a pas emmené là-bas? Et s'il a juste pris l'argent et l'a déposé quelque part en ville? Et alors, haussa les épaules Rachel. Elle ne peut pas parler, elle marche à peine. Qui va la croire? On dira qu'elle est sénile, qu'elle s'est égarée toute seule. Et où irait-elle de toute façon? Elle mourra de froid sur un banc quelque part. Et ce sera tout. Anthony regarda sa femme avec une nouvelle expression, un mélange de peur et de dégoût. Quand ils avaient planifié cela, tout semblait si détaché, irréel. Mais maintenant que c'était fait, la culpabilité commençait à le ronger. « C'est ma mère », dit-il fermement à Rachel. « C'était ta mère », rétorqua-t-elle. « Maintenant, c'est un légume qui dilapide tout notre argent et notre temps. Pense à l'avenir, Anthony. Notre avenir. La rénovation, le voyage en Europe, l'enfant que nous pourrons enfin nous permettre. » Anthony ouvrit la bouche pour argumenter, mais à ce moment précis, la sonnette retentit. Ils se figèrent, se regardant l'un l'autre. Rachel fut la première à se ressaisir. « Qui cela peut-il être? Tu attendais quelqu'un » Anthony secoua la tête et se dirigea lentement vers la porte. La sonnette retentit de nouveau, plus insistante. Il jeta un coup d'œil par le Judas et recula, pâle comme un linge. « La police » murmura-t-il. 2 agents et une femme se tenaient à la porte. Derrière eux, le chauffeur de taxi même qu'ils avaient payé pour se débarrasser de Cheryl. Rachel rassembla frénétiquement les papiers sur la table et les fourra dans un tiroir. « Reste calme », dit-elle fermement. « Nous ne savons rien. Elle est partie se promener et n'est pas revenue. Nous allions justement appeler la police. » Anthony hocha la tête, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Sur le seuil se tenaient 2 policiers et une assistante sociale tenant un dossier. Derrière eux se trouvait le chauffeur de taxi, Dave. Le visage de Rachel se crispa d'horreur. Anthony devint encore plus pâle. « Que se passe-t-il » réussit-il à dire, essayant de rester calme. « Où est ma mère » Les officiers échangèrent un regard. Le plus âgé, un capitaine grisonnant, s'avança. « Anthony Turner et Rachel Turner ?» « Oui, c'est nous » répondit Anthony en déglutissant difficilement. « Est-il arrivé quelque chose à ma mère ?»« Pouvons-nous entrer » demanda le capitaine au lieu de répondre. « Nous devons parler. » Anthony s'écarta, laissant les invités non désirés entrer dans l'appartement. Rachel se tenait agrippée au dossier d'une chaise, le visage d'une pâleur fantomatique. « C'est lui » hurla-t-elle soudain en désignant le chauffeur. « C'est ce chauffeur de taxi qui a tout inventé. Nous lui avions juste demandé d'emmener ma belle-mère au chalet d'un ami. » Le chauffeur, le même homme à la casquette, la regarda calmement sans un mot. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, pas de la colère ou du jugement, mais une compréhension lasse, comme s'il savait depuis longtemps à quoi s'attendre d'elle. Un fauteuil roulant entra dans la pièce avec Cheryl assise dedans. Elle fixait son fils sans ciller. Dans ses yeux, il y avait une profondeur de douleur si vaste qu'Anthony recula instinctivement. Comment est-elle ici? Pourquoi n'est-elle pas dans les bois? Que se passe-t-il? L'un des officiers, le capitaine, sortit des documents et lut d'un ton officiel, « Anthony Turner, Rachel Turner, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement et mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons des témoignages, des enregistrements audio de vos conversations et des preuves écrites. » Il sortit un sac en plastique transparent contenant la note que Rachel avait donnée au chauffeur de taxi. « Vous reconnaissez ça? 1000 de plus si vous vous débarrassez d'elle. Emmenez-la dans les bois revenir. » Rachel devint encore plus pâle, si c'était possible. « C'est lui » cria-t-elle en désignant Dave. « Il nous a piégés. Nous ne lui avons jamais demandé ça. » L'officier alluma un enregistreur vocal et la pièce se remplit de la voix de Rachel. « Le problème de la vieille dame est définitivement réglé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors demain, comme convenu, le reste de la somme. » Puis un autre enregistrement avec Anthony. « Je voulais savoir si tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? J'ai fait le travail comme nous l'avions convenu. Et elle est restée là-bas? Oui, pas besoin de s'inquiéter. » Anthony s'effondra sur le sol, se couvrant le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. De sanglots ou de peur, on ne savait pas. « Maman, je ne voulais pas ça. C'est tout Rachel. J'avais peur de la perdre. » Rachel se tourna vers lui. « Lâche pathétique. Anthony, c'était ton idée. Tu disais que tu n'en pouvais plus de ce fardeau. » Cheryl détourna le visage, une seule larme roulant sur sa joue. Elle ne voulait plus en entendre. 2 personnes qu'elle avait le plus aimées,
se rejetant la faute d'avoir tenté de la tuer. La police leur lut leurs droits et leur passa les menottes. Rachel continuait de crier, accusant tout le monde. Anthony obtempéra passivement, les yeux fixés au sol. Quand ils furent emmenés, il ne restait dans l'appartement que Cheryl, le chauffeur de taxi, dont le nom s'avéra être Dave, et l'assistante sociale, Linda. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Linda en regardant Cheryl. Dave se dirigea vers la fenêtre et regarda la voiture de police s'éloigner de la maison. « Maintenant, Cheryl, vous pouvez retourner dans votre ancien appartement, celui que vous aviez autrefois laissé à votre fils quand vous avez emménagé avec lui. Sur le papier, il est toujours à vous. » Linda hocha la tête, feuilletant un dossier de documents. « Oui, j'ai vérifié. L'appartement est à votre nom, Cheryl. Anthony et Rachel prévoyaient de le vendre après que vous. » Elle hésita, après votre départ. Ils avaient déjà trouvé un acheteur et pris un acompte. C'est pour ça qu'ils étaient si pressés. Cheryl secoua lentement la tête. Elle n'arrivait toujours pas à croire que la cupidité et l'impatience aient pu changer son fils à ce point, le transformer en quelqu'un prêt à se débarrasser de sa propre mère pour de l'argent. Quelques jours plus tard, Cheryl est assise dans une chambre lumineuse de la maison de retraite de Dave. Une grande fenêtre donne sur un jardin, malgré le début du printemps, les premières fleurs ont déjà éclos. Sur la table à côté de son fauteuil se trouvent des journaux frais, des livres, un verre de jus et ses médicaments. Dave entre avec un plateau de thé et de biscuits. Il a visiblement meilleure mine ces jours-ci. La morosité dans ses yeux a disparu, remplacée par une chaleur calme et constante. « Votre appartement est presque prêt », dit-il en posant le plateau sur la table. « La rénovation sera terminée dans une semaine. J'ai engagé une bonne aide à domicile. Elle vivra avec vous. » Cheryl prend lentement un carnet et un stylo. Sa main gauche, grâce à une kinésithérapie quotidienne, répond mieux maintenant. Elle écrit soigneusement « Pourquoi m'as-tu aidé ? Après tout ce temps, je… » Dave regarde par la fenêtre pendant un long moment, comme pour rassembler ses pensées. Puis il plonge la main dans la poche intérieure de sa veste et en sort un portefeuille usé. Il en tire une vieille photographie. « Ben est venu me voir un an avant de mourir, » dit Dave doucement. « Il m'a retrouvé par des amis communs. Il m'a demandé pardon. » Il tend la photo à Cheryl. Elle montre Ben et Dave, tous deux visiblement plus âgés, assis à la table d'un café. Ben a l'air fatigué, maladif, mais il sourit. « Il a dit que tu ne savais pas la vérité. C'est lui qui m'a chassé et t'a dit que j'étais un voleur. Il avait peur que tu découvres sa liaison, quelque chose que j'avais découvert par hasard. » Cheryl se fige, fixant la photo de son mari. Une liaison. Ben. Leur mariage lui avait toujours semblé parfait, exemplaire. Ils étaient ensemble depuis près de 40 ans, et elle n'avait jamais vu le moindre signe. C'était une brève liaison, continue Dave, les yeux détournés, avec une infirmière de son hôpital. Ben s'est vite ressaisi, y a mis fin. Mais je les ai vus ensemble un jour et j'ai menacé de te le dire, alors il a inventé l'histoire du vol pour se protéger et m'écarter. Il se tait, laissant à Cheryl le temps d'absorber ce qu'il a dit. Elle reste assise, immobile, fixant l'image de son mari. Tant d'années ont passé, tant d'eau a coulé sous les ponts. Cette vieille trahison a-t-elle encore de l'importance ? Ben t'aimait beaucoup, dit doucement Dave. Cette erreur l'a hanté pour le reste de sa vie. Et la façon dont il m'a traité, aussi. Il m'a demandé, si je te revoyais un jour, de te dire qu'il n'avait toujours aimé que toi. Cheryl pleure, agrippant la main de Dave, la seule famille qui lui reste. Elle ne peut toujours pas parler, mais ses yeux disent tout. La gratitude, le pardon, l'espoir. Tu sais, Dave essuie doucement les larmes de ses joues. Je pense que ce n'est pas arrivé par hasard. Que ce soit moi qui ai pris cette course. Que ce soit moi qui ai fini par te sauver. C'est peut-être Ben qui veille sur nous deux. Cheryl esquisse un faible sourire et hoche la tête. Qui sait ? Peut-être y a-t-il vraiment un sens supérieur à ce qui s'est passé. Peut-être que cette horrible histoire avec ton fils était nécessaire pour te réunir avec le frère de ton mari, pour nous donner à tous les deux une seconde chance, dit Dave en ajustant la couverture sur ses genoux. Quant à Anthony et Rachel, poursuit-il, il y aura un procès. Il y a plus qu'assez de preuves, donc ils n'échapperont pas à la punition. Mais que tu leur pardonnes ou non, c'est à toi de décider. Cheryl écrit lentement dans son carnet, que adviendra-t-il d'eux ? Rachel rejette toute la faute sur Anthony, répond Dave. Elle dit que c'était son idée, qu'il l'a forcé à le suivre. Anthony ne dit rien. Il ne se défend pas. Je pense qu'il regrette sincèrement.
Elle reprend le stylo et écrit « Je veux voir mon fils ». Dave hoche la tête. « Je vais arranger ça. Tu as le droit à une visite. Mais prends ton temps. Réfléchis bien. Tu as besoin de reprendre des forces. De te rétablir. » Elle secoue la tête et écrit fermement « Demain ». Dave hoche la tête, compréhensif. Quoi qu'Anthony ait fait, il reste son fils. Et le cœur d'une mère, même blessée par la trahison, ne peut s'empêcher de souffrir pour son enfant. D'accord, demain alors, acquiesce-t-il doucement. Mais pour l'instant, allons dîner. Le cuisinier a préparé ta soupe au poulet préférée. Il l'aide à entrer dans la salle à manger où d'autres résidents sont déjà assis à de petites tables. Des hommes et des femmes âgés, beaucoup en fauteuil roulant ou utilisant des déambulateurs, sourient chaleureusement à Cheryl. Certains lui font un signe de la main. Dave roule son fauteuil roulant jusqu'à une table près de la fenêtre. Tout le monde, je vous présente Cheryl, notre nouvelle résidente. Il la présente au couple assis à la table. Enchanté de vous rencontrer, dit la femme aux cheveux argentés avec un doux sourire. Je suis Olivia, et voici mon mari, Rick. Nous sommes ici depuis 3 mois maintenant, et honnêtement, nous nous y plaisons beaucoup. Cheryl sourit en retour, un peu hésitante. Elle n'a pas encore totalement accepté que cet endroit soit maintenant sa nouvelle maison, que c'est ici qu'un nouveau chapitre de sa vie va commencer. Mais en regardant les visages paisibles et bienveillants de ceux qui l'entourent, l'attention discrète de Dave, elle ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Peut-être qu'à 80 ans, il n'est pas trop tard pour recommencer. Peut-être qu'elle a encore une chance au bonheur. Calme, doux, mais réel. Elle regarde par la fenêtre le jardin en fleurs, le ciel bleu au-dessus. Et un instant, elle imagine que quelque part là-haut, parmi les nuages, Ben lui sourit, bénissant ses choix, et demandant silencieusement pardon pour le vieux mensonge qui leur avait coûté à tous tant d'années de douleur et de séparation.